Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de Culture Physique et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Nathalie Palanque de la Brouille Bonjour. qui travaille au commissariat à l'énergie atomique sur un sujet de recherche dont on parle beaucoup. Ce sujet, c'est la matière noire. Alors, il faudra que vous nous expliquiez en long et en large en quoi ce problème gagne en gravité depuis qu'il a été formulé il y a plusieurs décennies déjà par un astrophysicien. Mais avant qu'on parle de ce sujet précisément, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivée à la physique? Comment est-ce que l'envie de devenir physicienne ou astrophysicienne, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il faut dire dans votre cas, vous est venue? Alors effectivement, pour le titre, je suis dans un service de physique des particules, mais mes intérêts, mes centres d'intérêt et la plupart de ma recherche aujourd'hui se situent plus en astrophysique, en physique des particules, bien que ces deux thématiques soient finalement très proches l'une de l'autre de par les enjeux et de par les désirs de compréhension de l'univers au sens large. Cette envie, elle vient naturellement dès qu'on a envie de comprendre un petit peu le monde qui nous entoure, de ne pas juste se contenter de l'observer, mais également de chercher à comprendre le monde, la physique, l'univers dans son ensemble. Je ne peux pas dire que le fait de faire de la physique ou de l'astrophysique un métier me soit venu très jeune. C'est plutôt au fur et à mesure de la vie où je me suis rendu compte que finalement ce que j'avais envie de faire dans mon métier, c'était bien de pousser plus loin la compréhension du monde autour de moi. Alors, quand est-ce que vous avez entendu parler de la matière noire pour la première fois? Au lycée? Non, malheureusement. Non. Malheureusement, la matière noire, j'en ai entendu parler très tard, mais je crois que lorsque j'ai commencé à en entendre parler, c'était déjà à la fin de mes études. Je me suis dit que c'était vraiment un sujet absolument énigmatique et passionnant, et j'ai eu envie de faire une thèse sur cette thématique, et puis par la suite, ça ne m'a plus lâché, j'ai continué dans cette même voie sur la suite de ma thèse. Alors, vous avez la responsabilité d'une équipe, où vous travaillez avec des gros instruments. D'abord, en quoi consiste cette matière noire? Peut-être qu'il faut commencer par le dire. Cette matière noire, justement, si elle porte le nom de matière noire, c'est parce qu'on ne l'a pas encore vue. Donc on ne sait même pas en quoi elle consiste, on sait juste qu'elle a... On ne l'a pas vue, mais on l'a détectée. On la détecte, mais alors... Qu'est-ce que ça veut dire? On ne l'a pas vue, c'est-à-dire on n'a pas pu concrètement dire voici de la matière noire. Par contre, on la détecte parce qu'elle a une influence. Sans ça, on ne saurait même pas qu'elle existe. Et on la détecte donc par son influence gravitationnelle. Et en fait, c'est la seule signature de la matière noire, c'est l'impact qu'elle a au niveau gravitationnel, c'est-à-dire la même relation que la pomme qui tombe sur la Terre. C'est l'attraction entre les objets. Cette attraction, elle implique les mouvements des objets. On peut en déterminer un certain nombre de lois physiques de par ce que l'on observe. Et ces lois physiques nous donnent une indication, par exemple, de la masse de l'objet central, si c'est autour d'un objet important que gravitent d'autres étoiles ou que gravitent d'autres galaxies. C'est des gros, ce sont des gros, oui. Ou même des amas de galaxies. Ça peut aller jusqu'à l'amas de galaxies, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs galaxies entre elles, oui. Donc ce qu'on voit, c'est qu'elles ont un mouvement, une dynamique, voilà, une rotation c'est la sur elles-mêmes dynamique qui nous permet de... déterminée par une masse plus importante que la masse qu'on voit par le biais de la lumière. Tout à fait. Mais pourquoi on l'appelle noire? Parce que finalement, elle est plutôt transparente, au sens où elle n'absorbe pas de lumière, elle n'émet pas de lumière, elle n'a rien de noir. Elle n'émet pas de lumière, effectivement. Par contre, qu'elle n'en absorbe pas, là, on n'a pas de preuve, finalement. Ce qui est clair, c'est qu'elle n'en émet pas. Et c'est là la raison pour laquelle on ne l'a toujours pas détectée de façon directe. Mais alors, depuis quand est-ce qu'on en parle? On en parle depuis longtemps. Je pense que la première allusion à de la matière noire, c'est 1933, avec un astronome, Fritz Zwicky, qui fait des observations justement au sein d'un amas de galaxies, et il constate que la vitesse à laquelle les galaxies tournent autour de cet amas, enfin à l'intérieur de cet amas, sont prodigieuses. Et comme on le sait, à un satellite, on arrive à envoyer des satellites en lui donnant une vitesse suffisamment élevée par rapport au champ d'attraction terrestre pour qu'il puisse s'échapper de ce champ d'attraction. À l'intérieur des galaxies, c'est pareil, à l'intérieur d'un amas de galaxies, je veux dire. Si une galaxie se déplace avec une vitesse trop importante, elle va s'échapper de l'attraction gravitationnelle de l'amas de galaxies. Et c'est ce que Fritz Zwicky constate. Il estime l'attraction gravitationnelle de cet amas d'après la masse des objets, donc des galaxies qui constituent l'amas, et il constate que des galaxies au sein de cet amas se meuvent à des vitesses beaucoup trop importantes par rapport à ce qu'il s'attendait à voir. Et c'est comme ça qu'il émet pour la première fois l'hypothèse que la masse qu'il avait estimée, d'après la lumière de l'amas, n'est pas suffisante. Donc au départ, on parle plutôt de masse manquante, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas réussi à
comptabilisé toute la masse de l'amas, mais sans avoir mis en évidence une matière particulière. Cependant, le caractère un petit peu difficile, je pense, de Fritz Zwicky n'a pas permis à cette découverte... difficile, on peut lire des critiques de son caractère, soit un hurluberlu, soit il a tendance à avoir des positions qui contredisent celles des autres ou qui il n'accepte pas facilement, je crois, des positions contraires à ce qu'il propose. Et donc au bilan, cette découverte absolument majeure aujourd'hui n'a pas été prise très au sérieux dans les années 1930. C'est-à-dire que la communauté des physiciens ou des n'a astrophysiciens ne sait pas dire on a un problème. Non, n'a absolument pas considéré son observation et ses conclusions comme nécessitant des études Donc le problème, on résume, c'est l'idée qui vient de l'observation, oui. que la dynamique des objets célestes, en l'occurrence les galaxies, oui. est déterminée par une masse plus importante que la masse qu'on peut mesurer en comptant les étoiles qui sont dans les galaxies. Tout à fait. Donc on parle de masse manquante parce qu'on se dit finalement, cette matière, c'est de la matière normale, sauf qu'elle n'émet pas de lumière. Donc c'est peut-être un problème du point de vue de la comptabilité, mais ce n'est pas un problème pour ce qui est de la physique. À ce stade-là, non, absolument pas. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va devenir Alors ça, c'était 1933, voilà. Et en plus, ça n'a guère d'impact au niveau de la communauté scientifique. Il y a une nouvelle observation en 1970, où là, cette fois, c'est non plus au sein d'un amas de galaxies, mais au sein même des galaxies, où on se rend compte d'une observation et d'un résultat tout à fait semblable. Ce sont cette fois-ci les vitesses de rotation des étoiles autour des galaxies. On sait que les galaxies ont des mouvements d'ensemble, de rotation, et de la même façon, finalement, compte tenu de la masse que l'on peut estimer pour une galaxie d'après sa luminosité, on peut en déduire la vitesse à laquelle des étoiles doivent tourner autour de ce centre de gravité. Et de nouveau, on a un désaccord flagrant entre la masse qui semble nécessaire pour comprendre les vitesses des rotations des étoiles et la masse que l'on détermine d'après la luminosité provenant des étoiles de cette galaxie. Et là, nous sommes déjà dans les années 70. L'observation a pu être faite sur un plus grand nombre d'objets, pas limité à un seul amas de galaxies. On a pris plusieurs galaxies et dans chacun des cas, on retrouve ce même désaccord flagrant d'à peu près un facteur 10 entre la masse lumineuse et la masse gravitationnelle. Et là, je pense que l'affaire commence véritablement à faire du bruit au niveau de la communauté et à être prise beaucoup plus au sérieux. Donc là, c'est pas Zwicky qui a fait cette découverte-là, non, c'est pas Zwicky, c'est Vera Rubin, ce sont d'autres astrophysiciens. Là, quand le problème commence à prendre de la consistance, parce qu'il montre il est beaucoup plus général, voilà. Il est plus général. Mais à cette époque encore, j'imagine, on considère que la solution, c'est une matière normale, mais froide et donc incapable de rayonner. Oui, c'est ce que l'on imagine dans un premier temps, effectivement. Alors ensuite, ce sont encore d'autres... Alors là, ce ne sont plus vraiment des observations qui viennent, mais c'est tout le cadre de la théorie du Big Bang. Donc c'est l'univers, son évolution, sa naissance et son évolution, avec un certain nombre de piliers dans cette théorie, dont l'un des piliers est la nucléosynthèse primordiale. C'est-à-dire, on peut estimer la quantité d'éléments chimiques que l'on doit trouver dans l'univers et qui est prédite avec une précision extrême d'après cette théorie du Big Bang et donc de la production des éléments. Et ça nous donne donc une estimation de la quantité totale d'éléments, en particulier d'hydrogène, que l'on doit trouver dans l'univers. Et là, il y a une surprise assez inattendue, comme toute surprise peut-être, c'est que la quantité de matière donc totale, normale, que l'on doit avoir dans l'univers est bien inférieure à cette quantité de matière que l'on a mise en évidence d'après son influence gravitationnelle. Et là, le problème est beaucoup plus grave encore que ces premiers désaccords entre la matière lumineuse et la matière gravitationnelle. C'est que cette matière que l'on détecte au niveau gravitationnel mais que l'on ne voit pas, elle n'est pas non plus faite de la même matière que la matière ordinaire d'hydrogène, de protons, de toute la matière qui constitue finalement tout un chacun. C'est qui constitue non seulement les astres, mais également toute la vie sur Terre aujourd'hui, les hommes, les arbres. Donc ça veut dire que c'est pas cette matière manquante, en fait, c'est pas de la matière. Au sens, c'est pas de la matière ordinaire. Ce n'est pas de la matière ordinaire. Et c'est à ce moment-là qu'on l'appelle matière noire pour signifier qu'elle est d'une autre nature que la matière dont effectivement, je pense que la transition masse manquante matière noire vient un petit peu de cette constatation que ce n'est pas finalement de la même matière que la matière ordinaire. Il n'y a pas eu une époque où on a dit que c'était peut-être des neutrinos, ces particules très nombreuses. Je crois qu'on a tout dit sur cette matière. Alors est-ce que vous pouvez nous dire justement quels sont les candidats Donc,
avant de se pencher vers des candidats trop exotiques, effectivement, en physique, de façon générale, on cherche toujours les explications les plus simples possibles. Donc l'explication la plus simple, ce serait de dire, bon, on a d'autres particules que celles qui composent la matière que nous connaissons. Ces particules, par exemple, peuvent être des neutrinos. Pourquoi est-ce que cette matière noire ne serait pas des neutrinos? On sait que les neutrinos ne s'agrègent pas entre eux pour former les objets que nous connaissons, donc ça pourrait être un candidat à la matière noire. Donc là, il nous suffit ensuite, quelque part, de chiffrer le nombre de neutrinos, la masse des neutrinos, si tant est qu'ils aient une masse, ce qui n'était pas un postulat de la physique au départ, et de voir ensuite si on a suffisamment donc, de neutrinos pour combler le gouffre entre matière visible et matière détectée par son influence gravitationnelle. Et ce n'est que récemment que l'on a découvert que les neutrinos avaient véritablement une masse. On n'a pas mesuré encore la masse des neutrinos, mais l'on a de nouveau pu postuler qu'ils avaient une masse par d'autres mesures que l'on a pu faire sur des changements de saveur entre neutrinos, le fait que des neutrinos, il en existe de plusieurs types et qu'on les voit changer de type, et ceci n'est possible en physique que s'ils ont une masse, donc on sait que les neutrinos ont une masse. Malheureusement, cette masse semble être trop faible aujourd'hui pour expliquer la matière noire que l'on cherche à comprendre. C'est quand même pas de chance, ça, parce qu'au moment où on découvre que les neutrinos ont une masse, et donc oui. pour être des bons clients pour la matière noire, on découvre en même temps qu'ils n'ont pas assez de masse pour être la solution. Ça a été une véritable déception parce que quand on se rend sinon, compte... votre recherche serait terminée. Ce pan-là, peut-être, de la recherche serait terminé, mais il y a suffisamment de questions pour qu'on ne se retrouve pas au chômage du jour au lendemain. Et il n'y a pas eu des hypothèses sur lesquelles c'était des objets stellaires d'un type particulier, des sortes de naines, d'étoiles naines ou... Alors, oui, alors il faut voir que non seulement il y a cette matière noire qui n'est donc pas formée de la matière ordinaire, mais il y a aussi une partie de la matière ordinaire qui n'est pas lumineuse. Parce que malgré tout, on a encore le désaccord malgré tout entre cette quantité de matière ordinaire qu'on a prédit d'après la théorie du Big Bang et la production des éléments au sein du Big Bang. Donc on sait la quantité totale de matière ordinaire que l'on doit avoir. La matière visible ne totalise pas l'ensemble de cette matière. Donc on sait qu'il y a une partie de matière ordinaire qui n'est pas lumineuse. Et donc là aussi, ça a été un sujet de recherche, savoir de quoi pouvait être formée cette matière ordinaire non lumineuse. Et là, c'est vrai qu'on a envie d'imaginer que ce sont des astres comme ceux que l'on connaît, mais qui ne brillent pas. Alors par exemple, ça pourrait être des planètes. On sait que les planètes existent, il n'y a aucun doute là-dessus. Les planètes en elles-mêmes ne brillent pas. Si on voit les planètes dans le ciel, c'est uniquement parce qu'elles réfléchissent la lumière qui vient du Soleil. Et donc finalement, les planètes ou d'autres objets de ce style-là sont des candidats fabuleux pour expliquer a priori la partie de la matière noire qui serait faite d'objets ordinaires, de matière ordinaire. Donc là, il y a un certain nombre d'expériences qui se sont lancées dans cette quête, comme une expérience en France, enfin une expérience d'une équipe française qui porte le nom d'Eros et qui a mené ses observations depuis un observatoire au Chili et qui a cherché à détecter la présence de planètes dans le halo qui entoure notre galaxie. Et la réponse ? La réponse, malheureusement, est qu'effectivement, il y a probablement quelques objets de ce type-là, comme des planètes, dans le halo, mais en nombre largement insuffisant pour expliquer les courbes de rotation des galaxies, et donc pour expliquer la matière noire, même baryonique, même de matière ordinaire.